Il y a des endroits dans l'impérium que la lumière du soleil n'a jamais touchés, où même les serviteurs les plus dévoués de l'empereur n'osent pas s'aventurer. Au cœur de Terra, sous les interminables couches de catacombes et de voûtes fortifiées, se trouve un réseau de chambres connu seulement d'une poignée d'âmes. C'est ici, dans les recoins les plus profonds du palais impérial, loin des regards indiscrets des bureaucrates et des généraux, que les véritables dirigeants de l'humanité tiennent leur cour silencieuse. C'est l'Inquisition, la main invisible de l'empereur, l'ombre qui se déplace derrière chaque trône, la force qui juge, condamne et efface sans hésitation. Il n'y a pas de plus grande autorité dans l'impérium. Aucun gouverneur de planète, aucun grand seigneur, aucun maître de chapitre de l'Adeptus Astarte n'a le pouvoir de s'opposer à la parole d'un inquisiteur. Leur présence n'est pas annoncée, leurs ordres ne sont pas remis en question. Et leur justice est absolue. La chambre dans laquelle ils se réunissent est plus ancienne que tout ce que l'on peut imaginer. Des pierres noires, extraites d'un monde qui n'existe plus, tapissent les murs. Sa surface est lisse mais sans vie, comme si elle refusait de refléter la lumière. Au centre, une grande table est dressée, taillée dans les os d'une bête oubliée depuis longtemps. Xénos ou humaine, nul ne le sait. Autour d'elle, des personnages vêtus de robes sombres et d'armures austères délibèrent en silence. Aucun nom n'est prononcé, aucun grade n'est donné. Il n'y a pas de cérémonie, pas de rituel, pas de bannière suspendue pour déclarer sa loyauté. La seule chose qui les lie est leur objectif. Protéger l'Empire, assurer la survie de l'humanité, quel qu'en soit le prix. Un écran Vox s'anime au centre de la chambre, affichant un message intercepté en provenance d'un secteur lointain. Un appel de détresse, fragmenté, rempli de parasites et de désespoir. Les mots démon incursion crépitent dans le flux avant que la transmission ne s'arrête brusquement. Personne ne bouge, personne ne parle. La décision a déjà été prise. Un inquisiteur assis près du bout de la table tape une commande sur son ardoise de données. En quelques instants, un ordre est donné à une flotte lointaine de la marine impériale. Aucune force terrestre ne sera déployée. Aucun renfort ne sera envoyé. La planète est déjà perdue. L'exterminatus a été déclaré. Quelque part, à des années-lumière de là, un bombardement orbital commence. Des torpilles cycloniques percent la haute atmosphère, explosant en rafales de feu atomique. Des milliards d'âmes périssent en un clin d'œil. Il n'y a pas d'avertissement, pas d'évacuation. Pour l'Inquisition, ils sont déjà morts. La chambre reste silencieuse. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé ici. Quelle décision a été prise dans l'obscurité pour préserver l'Impérium au prix d'un monde entier? Les archives n'en feront pas état. Les hauts seigneurs de Terra n'en parleront pas. Le peuple de l'Impérium ne saura jamais que son destin a été décidé dans une pièce qu'il n'a jamais pu atteindre, par des personnages qu'il n'a jamais vus. C'est là le véritable pouvoir de l'Inquisition. Son champ d'action s'étend à tous les secteurs, à tous les systèmes, à tous les mondes. Ses agents agissent en secret, exerçant une autorité si absolue qu'ils peuvent effacer des civilisations entières d'un seul mot. Pour le citoyen ordinaire, ils sont des mythes, chuchotés à voix basse, craints mais jamais vus. Pour les gouverneurs des planètes, ils sont les ultimes exécutants de la volonté de l'empereur, et leur présence est un signe de malheur. Pour les ennemis de l'humanité, ils sont la mort elle-même. On dit que dans l'Inquisition, il n'y a pas de héros, il n'y a pas de saints, pas de guerriers désintéressés, pas de défenseurs de la vérité. Il n'y a que ceux qui font ce qui doit être fait. Le fardeau de leur travail est lourd, les choix qu'ils font sont impossibles. La frontière entre la justice et la damnation est si floue que même eux ne savent plus où elle se trouve. Mais ils n'hésitent pas.
Ils ne peuvent pas se le permettre. Dans les couloirs des chambres cachées de l'Inquisition, il n'y a pas de place pour la faiblesse. Il n'y a pas de pitié, pas de compromis, pas de place pour le doute. La galaxie est vaste, et les menaces qui pèsent sur l'humanité sont infinies. L'Imperium ne perdure que parce que l'Inquisition s'en assure. La grande table reste entourée d'ombre. Les personnages ne bougent pas tandis que le rapport suivant est présenté. Un autre monde, une autre corruption potentielle, une autre décision à prendre. Et comme toujours, personne ne le saura jamais. L'Inquisition n'est pas née du triomphe, mais de la nécessité. L'hérésie d'Horus avait brisé l'Imperium, laissant derrière elle une cicatrice qui ne guérirait jamais. L'empereur, autrefois force directrice de l'humanité, était désormais assis sur le trône d'or, le corps brisé, l'esprit coincé entre la vie et la mort. Son rêve d'unité s'était effondré, remplacé par une galaxie de peur, de suspicion et de ruine. Dans la foulée, Malcador le Sigillite vit la vérité. Horus n'était pas tombé en un seul instant, et les légions traîtresses ne s'étaient pas transformées du jour au lendemain. Les graines de la trahison avaient été plantées bien avant les premiers coups de feu, pourrissant dans l'obscurité, à l'insu de ceux qui auraient dû les voir venir. L'Imperium avait été aveugle. Cette erreur ne pourra jamais être répétée. Alors que les hauts seigneurs de Terra se disputaient l'avenir de l'Imperium, Malcador travaillait dans le secret, rassemblant ceux qui comprenaient ce qu'il fallait faire. Il s'agissait de guerriers, d'espions et d'érudits, d'hommes et de femmes qui avaient vu de leurs propres yeux les horreurs de l'hérésie. Ils n'avaient pas été choisis pour leur pureté, ni pour leur foi, mais pour leur caractère impitoyable. Ils feraient tout ce qui est nécessaire pour qu'une telle trahison ne se reproduise plus jamais. C'est la naissance de l'Inquisition. Ses premiers membres se virent confier une autorité absolue, libre des contraintes qui pesaient sur les autres institutions de l'Imperium. Aucun gouverneur de planète, aucun maître de chapitre de l'Adeptus Astartes, aucun haut seigneur de Terra ne pouvait s'opposer à eux. Leurs paroles avaient force de loi, leurs actions étaient incontestées. Si un inquisiteur déclare un homme coupable de trahison, il est exécuté. Si un inquisiteur estime qu'un monde entier est irrécupérable, il le détruit. Pas d'hésitation, pas de pitié. La galaxie avait déjà failli tomber une fois. Cela ne se reproduira pas. Au début, l'Inquisition travaillait dans le plus grand secret. Elle opérait dans l'ombre, se déplaçant sans être vue, extirpant ceux qui voulaient affaiblir l'Imperium de l'intérieur. Les restes des légions traîtresses furent purgés sans procès, leurs noms effacés de l'histoire. Les fonctionnaires impériaux qui avaient manifesté le moindre doute pendant l'hérésie furent discrètement exécutés. Personne n'est au-dessus de tout soupçon. Même ceux qui avaient combattu pour l'empereur, qui s'étaient opposés à Horus, n'étaient pas à l'abri. La loyauté n'était pas prouvée par des actes passés, elle devait l'être encore et encore, dans chaque action, dans chaque respiration. Et ceux qui faiblissaient, même légèrement, étaient éliminés. Ce n'était pas la justice, c'était de la survie. Au fil des années, l'Inquisition s'est développée, son influence s'est étendue à travers les étoiles. Ce n'était plus une force cachée, mais une présence que l'on pouvait sentir, un spectre silencieux qui planait sur l'Imperium. Une rumeur chuchotée, une ombre fugace dans les couloirs du pouvoir, la crainte que même le plus loyal des serviteurs puisse être surveillé. L'Inquisition a tout vu. Pourtant, même parmi les siens, des divisions commencent à se former. Certains inquisiteurs pensaient que la clé de la victoire résidait dans l'adhésion stricte à la doctrine impériale. Ce sont les puritains qui brûleraient des civilisations entières plutôt que de risquer la corruption. D'autres, les radicaux, pensaient que pour vaincre l'ennemi, il fallait le comprendre,
même si cela signifiait s'approcher dangereusement de l'hérésie. La guerre intérieure a déjà commencé. Malcador l'avait prévu. Il savait depuis le début que les détenteurs du pouvoir absolu finiraient par se retourner les uns contre les autres. Mais il savait aussi qu'il n'y avait pas d'autre solution. L'impérium était trop vaste, trop fragile. Il avait besoin d'une autorité qui ne soit pas liée par la loi ou la tradition. Une autorité qui puisse faire les choix que personne d'autre ne pouvait faire. C'est ainsi que l'Inquisition a été déclenchée. Elle est devenue l'ultime garde-fou, la lame cachée à la gorge de l'impérium, veillant à ce que ceux qui vacillent, ceux qui remettent en question, ceux qui se dressent sur le chemin de la survie, soient éliminés avant que leur influence ne puisse s'étendre. Peu importe qu'il s'agisse d'hérétiques, de xénos ou même de commandants impériaux loyaux. S'ils devenaient une menace, ils étaient effacés. Le fardeau de ce pouvoir était le secret et le silence. Les citoyens de l'impérium ne connaîtraient jamais les guerres menées dans l'obscurité, les mondes brûlés pour arrêter un seul murmure de trahison, les milliards de personnes qui sont mortes pour que d'autres puissent vivre dans une dévotion ignorante. Ils ne connaîtront que les mythes, les chuchotements de personnages sans visage qui apparaissent sans crier gare, qui jugent sans hésitation et qui disparaissent sans laisser de traces. La guerre de l'Inquisition n'a jamais cessé. L'impérium ne serait jamais en sécurité. Il y aurait toujours un autre ennemi, un autre hérétique, une autre menace surgissant dans l'ombre. C'est ainsi que l'Inquisition a perduré. Tout a commencé par la chute d'un fils. Elle se poursuivra jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chute. L'Inquisition est indépendante de l'impérium qu'elle sert. Elle ne jure fidélité à aucun grand seigneur et ne reconnaît pas l'autorité des gouverneurs planétaires, des amiraux ou des maîtres de chapitre. Même les commandants les plus puissants de l'impérium doivent s'incliner devant le décret d'un inquisiteur. Ils sont au-delà de tout reproche, de toute limite, de la loi elle-même. Leur mandat est simple, mais d'une portée terrifiante. Protéger l'humanité, même contre elle-même. Aucun ennemi n'est trop vaste, aucune menace n'est trop petite, aucun prix n'est trop élevé. Les inquisiteurs n'ont pas d'armée, mais des flottes entières se plient à leur volonté. Ils n'ont pas de trône, mais peuvent décider du sort des mondes. Ils ne sont ni des rois, ni des dieux, mais ils exercent un pouvoir qui les rend plus grands que les deux. Rares sont ceux qui les voient venir. Plus rares encore sont ceux qui vivent pour le raconter. L'autorité d'un inquisiteur est absolue. Peu importe qu'un gouverneur dirige un monde depuis des siècles, qu'un commandant de l'Astra Militarum ait mené une croisade au nom de l'empereur, qu'un maître de chapitre Astarte ait gagné une centaine de guerres. Si un inquisiteur les considère comme une menace, ils seront éliminés. Pas de procès, pas d'appel, pas de pitié. Dès l'arrivée d'un inquisiteur, la peur s'installe. Le peuple de l'impérium ne comprend pas l'Inquisition, et il n'est pas censé la comprendre. Pour le citoyen ordinaire, un inquisiteur est une figure de légende, un fantôme chuchoté dans les couloirs du pouvoir. Les histoires abondent de figures mystérieuses qui apparaissent dans la nuit, de familles entières qui disparaissent, de villes entières effacées de l'existence. Tout cela parce que quelqu'un, quelque part, a prononcé des mots qu'il n'aurait pas dû connaître. Les gouverneurs prient pour ne jamais attirer le regard d'un inquisiteur. Les commandants redoutent le jour où leur loyauté est remise en question. Parce que lorsqu'un inquisiteur parle, l'impérium obéit. Leur autorité découle d'une vérité singulière. L'impérium ne peut survivre sans eux. Il est trop vaste, trop fragile, trop criblé d'ennemis qui se cachent sous sa surface. L'impérium ne peut pas se permettre d'être réactif. Il doit frapper en premier, avant que la blessure ne soit faite. C'est ainsi que l'Inquisition agit. Elle opère dans l'ombre.
prenant les décisions qu'aucun général n'ose prendre, appliquant les lois qu'aucun dirigeant planétaire n'ose faire respecter. Si un monde tombe dans l'hérésie, ils n'envoient pas de renfort. Ils envoient le feu. Si un commandant impérial hésite à un moment crucial, ils n'autorisent aucune correction. Ils éliminent la faiblesse. La survie l'exige. L'impérium dit à ses citoyens que leur foi les protégera, que tant qu'ils vénèrent l'empereur, ils sont en sécurité. C'est un mensonge. L'Inquisition connaît la vérité. La foi seule n'arrêtera pas les xénos qui s'enfoncent dans les souterrains, n'extirpera pas les cultes qui murmurent dans l'obscurité, ne fera pas taire les psycheurs voyous qui ouvrent des portes qui ne devraient jamais être ouvertes. La foi est un outil, une arme pour maintenir les masses dans l'obéissance. Mais la peur est ce qui maintient l'impérium en vie. Un inquisiteur est à la fois juge, jury et bourreau, et il n'hésite pas. Il ne peut pas se permettre d'hésiter. Pour chaque instant passé à délibérer, un autre monde est perdu, une autre corruption prend racine, une autre menace s'envenime. L'hésitation conduit à la mort. C'est ainsi qu'ils agissent. Ils arrivent sans prévenir. Ils ne s'expliquent pas. Leurs interrogatoires durent des jours, des semaines, le temps qu'il faut pour découvrir la vérité. Des maisons nobles entières ont été purgées pour un simple murmure mal placé. Des gouvernements planétaires entiers ont été effacés parce qu'un inquisiteur avait décelé les premiers signes d'une infection invisible. Peu importe que les preuves soient indirectes. Peu importe que les accusés aient servi loyalement l'Empire pendant des siècles. Le doute suffit, car dans l'Inquisition, l'innocence n'existe pas. Il n'y a qu'une possibilité de culpabilité. C'est pourquoi ils sont craints. C'est pourquoi leur autorité est absolue. Et c'est pourquoi, lorsque l'Imperium parle de ses dirigeants, il ne parle pas des hauts seigneurs de Terra. Il ne parle pas de ses généraux, ni de ses prêtres, ni même de l'Adeptus Astarte. Il y est question de l'Inquisition. Car là où l'Inquisition marche, la volonté de l'empereur se manifeste, même s'il ne le dit jamais à haute voix. L'Inquisition n'est pas une force unique et unifiée. Bien qu'elle serve l'impérium avec une autorité incontestable, elle est fracturée, divisée en factions qui partagent le même mandat, mais diffèrent dans leurs croyances, leurs méthodes et les ennemis qu'elles combattent. Chaque guerre qu'ils mènent est une guerre qui ne peut jamais être gagnée, seulement endurée. L'Inquisition compte 3 grandes branches, connues sous le nom d'Ordos Majoris. Chacune a pour mission de combattre une menace particulière qui, si elle n'est pas maîtrisée, pourrait condamner l'humanité. Certains chassent l'hérétique, d'autres combattent l'extraterrestre, tandis que d'autres encore affrontent les horreurs du Warp lui-même. Chacun croit que sa guerre est la plus importante. Chacun pense que, sans sa vigilance, l'Imperium s'effondrerait. L'Ordo Hereticus s'oppose à la trahison de l'intérieur. Ce sont eux qui chassent les psycheurs rebelles, les infidèles, les blasphémateurs, les sectaires qui chuchotent dans l'obscurité. Ils sont les garants de la pureté impériale, veillant à ce que l'humanité ne s'écarte pas de la voie tracée par l'empereur. Ils exercent l'autorité de l'ecclésiarchie, travaillant aux côtés des adeptas sororitas, les sœurs de bataille, dont la foi est aussi inébranlable que les boltères qu'elles portent. Pour l'Ordo Hereticus, le doute est le premier pas vers l'hérésie, et l'hérésie est le premier pas vers la damnation. Ils n'attendent pas de preuves. Ils ne laissent pas les graines de la corruption prendre racine. Si une seule étincelle de trahison est trouvée, ils brûlent toute la maison. Leur présence est redoutée dans tout l'impérium. Lorsqu'un inquisiteur de l'Ordo Hereticus arrive sur un monde, ce n'est pas pour enquêter, c'est pour juger. Leurs interrogatoires sont brutaux, leurs méthodes sans pitié. Ils ne cherchent pas à obtenir des aveux, ils connaissent déjà la vérité.
Ils sont implacables dans leur mission, car ils croient que le plus grand ennemi de l'humanité n'a jamais été le Xénos ou le démon, mais bien elle-même. L'Ordo Xénos mène une guerre dont la plupart des citoyens de l'Imperium ne connaîtront jamais l'existence. Alors que l'on enseigne au peuple de l'humanité que l'étranger est faible, que l'humanité est supérieure à toutes les autres races, l'Ordo Xénos connaît la vérité. Au-delà des frontières de l'Imperium se cachent des horreurs qui consumeraient l'humanité en un instant. Les tyrannides, une faim immense et insatiable qui dépouille des galaxies entières. Les nécrons, des machines sans âme qui régnaient sur les étoiles, bien avant que l'homme ne contemple le ciel pour la première fois. Les Aeldari, une race ancienne et en déclin dont les manipulations cachées s'étendent sur des millénaires. Et les innombrables autres espèces xénos qui cherchent à se tailler une place dans le vide, indifférentes ou hostiles à l'existence de l'humanité. L'Ordo Xénos ne combat pas par la foi, mais par la connaissance. Ce sont des espions, des assassins, des infiltrateurs. Ils recueillent des renseignements, déracinent les influences étrangères avant qu'elles ne s'installent et agissent bien avant qu'une menace ne soit connue de l'ensemble de l'Imperium. Certains dans leur rang vont plus loin, utilisant les armes et la technologie des Xénos contre eux. C'est dangereux. C'est une hérésie. Et pourtant, certains croient que la survie de l'humanité vaut tous les péchés. L'Ordo Malleus combat un ennemi dont la plupart des hommes ignorent l'existence. C'est la guerre dont on ne peut parler. La bataille contre les cauchemars qui se manifestent. Ils ne combattent pas les hommes. Ils combattent des démons. Ils sont les seuls à se dresser contre les horreurs du chaos, les entités qui se cachent dans la distorsion, le grand ennemi qui cherche à consumer la réalité elle-même. Pour combattre ces êtres, ils manient des armes qui briseraient des hommes plus modestes. Ils travaillent aux côtés des chevaliers gris, des guerriers dont l'existence même est un secret, et dont l'âme est renforcée pour résister aux murmures de la distorsion. Même au sein de l'Inquisition, ils sont craints, car leur méthode les rapproche souvent dangereusement de la corruption qu'ils cherchent à détruire. Certains sont tombés, convaincus qu'il faut comprendre le chaos pour le vaincre. D'autres ont sacrifié des secteurs entiers pour empêcher une seule incursion démonique, estimant que la mort de milliards de personnes n'est qu'un faible prix à payer pour assurer la survie de l'Imperium. Bien que les trois ordos soient au service de l'empereur, ils ne sont pas alliés. L'Ordo Hereticus se méfie de l'Ordo Xénos, dont il considère la volonté d'étudier la technologie extraterrestre comme une imprudence, voire une trahison. L'Ordo Xénos considère l'Ordo Hereticus comme des fanatiques aveugles qui préfèrent brûler le savoir plutôt que de l'utiliser. L'Ordo Malleus les considère tous deux comme des ignorants, car eux seuls comprennent vraiment la guerre qui se déroule au-delà de la vue des mortels. L'Inquisition ne se bat pas comme un seul homme. C'est une alliance fragile de ceux qui pensent être la dernière ligne de défense contre un impérium qui ne se rend même pas compte qu'il est toujours au bord de la destruction. Ils ne se considèrent pas comme des héros et ne cherchent pas à être reconnus. Ils font ce qui doit être fait, quel qu'en soit le prix. C'est le fardeau de l'Inquisition. Mener des guerres qui ne finiront jamais. Prendre des décisions qui ne seront jamais connues. Tout sacrifier pour que l'Empire perdure. Il n'y a pas de plus grand crime que l'hérésie. L'Imperium ne survit ni par la diplomatie, ni par la raison, mais par la foi, inébranlable, indiscutable, absolue. L'Ordo Hereticus veille à ce que cette foi reste intacte. Il existe pour surveiller, juger et brûler ceux qui s'égarent. L'hérésie commence par un murmure, un moment de doute, une pensée fugace. Un seul esprit tourné contre l'empereur peut se répandre comme un fléau, corrompant les autres,
sapant les fondations de l'impérium. L'hérétique, le blasphémateur, le psycheur dévoyé, le prêtre apostate, tous doivent être éradiqués avant que leur infection ne se propage. L'Ordo Hereticus ne mène pas de guerre contre les xénos ou les démons. Leur guerre se déroule au sein même de l'impérium, dans les rues des villes ruches, dans les temples de l'ecclésiarchie, dans l'esprit de ceux qui ne devraient jamais poser de questions. Leurs ennemis ne viennent pas d'au-delà du vide. Leurs ennemis portent des visages d'hommes. Où qu'ils aillent, la peur les suit. Lorsqu'un inquisiteur de l'Ordo Hereticus arrive sur un monde, les habitants savent que quelque chose a déjà mal tourné. Ils n'enquêtent pas, ils jugent. Ils ne demandent pas, ils exigent. Il n'y a pas d'avertissement, pas d'appel, pas de procès, seulement des interrogatoires, des aveux et des exécutions. Leur influence s'étend jusque dans les rangs de l'ecclésiarchie, la vaste machine religieuse qui régit la foi dans tout l'impérium. Les prêtres, les confesseurs et les cardinaux sont à l'affût des faiblesses, des déviations de doctrine et des premiers signes de rébellion. Ils font rapport à l'Ordo Hereticus, le guidant là où la foi a commencé à se fissurer. Lorsque l'Inquisition a besoin de guerriers, elle fait appel aux adeptas sororitas, les sœurs de bataille. Vêtues d'armure de puissance, maniant bolters et flammes, elles appliquent la volonté de l'empereur avec une sainte fureur. Leur foi est aussi inébranlable que leur armure, leur dévotion aussi pure que le feu qu'elles utilisent pour purifier les méchants. Ils brûlent les impurs, plantent des pieux dans les infidèles et purgent des villes entières au nom de la justice. La foi est plus qu'une croyance, c'est une arme. L'hérésie prend de nombreuses formes, et l'Ordo Hereticus les chasse toutes. Les psycheurs rebelles, dont les esprits incontrôlés invitent les horreurs du warp. Les apostates, qui déforment la parole de l'empereur pour l'adapter à leurs propres désirs. Les cultistes, qui se réunissent en secret et vénèrent des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Aucun ne peut être soumis à la vie. Leurs interrogatoires sont brutaux, leurs méthodes sans pitié. Ils ne cherchent pas à obtenir des aveux, ils connaissent déjà la vérité. Ceux qui sont reconnus coupables sont brûlés, leurs cendres sont dispersées, afin qu'il ne reste aucune trace de leur corruption. Ceux qui refusent d'avouer subissent un sort pire encore. Si une seule étincelle de trahison est trouvée, ils brûlent toute la maison. Des mondes entiers ont été purgés sur leur ordre. Il ne suffit pas d'éliminer l'hérétique si l'hérésie s'est déjà répandue. Si un monde commence à tomber, il est brûlé depuis l'orbite, ses habitants sacrifiés par milliards, afin que leur corruption n'en contamine pas d'autres. Peu importe que certains soient innocents. L'innocence ne prouve rien. La peur est nécessaire. La peur empêche les hommes de s'interroger, de chercher l'interdit, d'ouvrir des portes qui doivent rester fermées. Le peuple de l'impérium n'a pas besoin de comprendre le travail de l'Inquisition. Il suffit qu'il la craigne. Il suffit qu'il regarde les silhouettes en robe noire de l'Ordo Hereticus et qu'il sache qu'hésiter, ne serait-ce qu'un instant, c'est mourir. Dans leur rang, certains vont encore plus loin dans leur devoir. Ils n'attendent pas que l'hérésie soit dite. Ils la traquent en pensée, dans l'hésitation d'un homme qui récite le credo de l'empereur. Ils croient que tout homme est coupable, que tous portent le péché en eux, et que le seul salut réside dans l'obéissance absolue. Tous les membres de l'Inquisition ne sont pas d'accord avec leur méthode. Certains pensent que l'Ordo Hereticus brûle avec trop d'ardeur, qu'il détruit plus qu'il ne protège. Certains murmurent que leur fanatisme affaiblit l'impérium plus qu'aucun hérétique ne pourrait le faire. Mais ces voix sont peu nombreuses, et elles sont rapidement réduites au silence. L'Ordo Hereticus ne peut se permettre d'hésiter. L'hérésie doit être écrasée
avant qu'elle ne dégénère en quelque chose qu'aucune force ne peut contenir. Leur travail est sans fin, car l'impérium lui-même engendre ses propres ennemis. Là où la foi est forte, il y aura toujours ceux qui chercheront à la déformer. Là où l'ordre est absolu, il y aura toujours des rebelles. Ainsi, les incendies continuent de brûler. Un homme peut se croire loyal. Il peut vivre toute sa vie au service de l'empereur, croyant que sa foi est pure. Mais ce n'est pas à lui de décider de la loyauté. Dès qu'il hésite, dès qu'il faiblit, dès que quelqu'un commence à s'interroger, son destin est scellé. Il sera enlevé, sa vie sera brisée, son corps sera brûlé, sa mémoire sera effacée. Peu importe qu'il soit innocent, peu importe qu'il ne se soit jamais égaré, car dans l'impérium, personne n'est innocent. Et l'Ordo Hereticus veille à ce que tous ceux qui faiblissent soient condamnés. L'impérium enseigne à son peuple que l'humanité est supérieure à toutes les autres formes de vie, que l'extraterrestre est faible, inférieur, voué à l'extinction face à la puissance de l'humanité. C'est un mensonge. L'Ordo Xénos connaît la vérité. La galaxie est remplie d'horreurs qui dépassent l'entendement. Les races Xénos ne sont pas de simples vermines à écraser sous la botte de l'impérium. Elles sont anciennes, puissantes, et dans de nombreux cas, elles sont en train de gagner. Certains ne souhaitent que consommer, d'autres veulent dominer, d'autres encore sont incompréhensibles, leurs motivations sont inconnues. Mais tous, d'une manière ou d'une autre, représentent une menace. L'impérium ne peut pas se permettre de combattre tous ses ennemis en même temps. Ses armées sont vastes, mais ses ressources sont limitées par des milliers de zones de guerre. Si l'humanité veut survivre, l'impérium ne peut pas se contenter de faire la guerre. Il doit frapper en premier, avant que la menace ne soit pleinement réalisée. C'est le devoir de l'Ordo Xénos. Ils opèrent dans le secret, menant une guerre que peu de gens connaîtront jamais. Alors que l'Astra Militarum mène des campagnes brutales contre les orques et que l'Adeptus Astartes lance des croisades contre les tyrannides, l'Ordo Xénos se bat dans l'ombre, bien avant que l'ennemi n'atteigne le champ de bataille. Il recherche l'influence des Xénos partout où elle s'enracine. Toutes les menaces ne prennent pas la forme d'une guerre ouverte. Certaines commencent par un murmure, une lente corruption qui s'infiltre dans le tissu de la civilisation humaine. Un commerçant véreux qui vend des reliques extraterrestres interdites. Un gouverneur de planète qui croit qu'une alliance avec les Aeldari garantira la paix. Une secte d'imbéciles qui cherche l'illumination auprès des taux. Ce sont ces dangers qui peuvent faire basculer des mondes entiers. Lorsque l'Ordo Xénos arrive, il le fait sans prévenir. Ses agents se glissent dans les plus hauts rangs du commandement planétaire, infiltrent les maisons nobles, guettent dans l'ombre les premiers signes de corruption extraterrestre. Ils n'attendent pas de preuves, ils agissent. En une seule nuit, un gouvernement planétaire peut être effacé, ses dirigeants assassinés, ses archives effacées de l'existence. Ceux qui ont permis à l'influence Xénos de prendre racine sont éliminés avant que leur hérésie ne se répande. Il n'y a pas de procès, pas de déclaration, pas d'annonce. Il n'y a que l'efficacité tranquille de la main d'un inquisiteur. Tous les membres de l'Ordo Xénos ne sont pas d'accord sur la meilleure façon de mener cette guerre. Beaucoup se battent en tant que puritains, convaincus qu'aucune technologie Xénos ne devrait jamais être utilisée, que toute connaissance extraterrestre est une corruption qui doit être brûlée. Mais d'autres, les radicaux, voient les choses différemment. Il y a ceux qui ont étudié la technologie des nécrons, cherchant à percer leurs terribles secrets. D'autres ont négocié avec les Aeldari, utilisant leur clairvoyance pour éviter de plus grands désastres. Certains ont même utilisé les armes de l'ennemi, maniant des artefacts extraterrestres
pour détruire des menaces qu'il aurait été impossible d'arrêter autrement. Pour de nombreux membres de l'Inquisition, il s'agit d'une hérésie de la plus haute importance. Pour les radicaux, c'est une nécessité. L'impérium est vaste, mais il est aussi fragile. Rejeter la connaissance simplement parce qu'elle est étrangère, c'est permettre à l'humanité de rester aveugle. Si un inquisiteur doit utiliser un dispositif Xenos pour empêcher la destruction d'un secteur entier, n'est-ce pas un prix acceptable à payer? Si travailler aux côtés d'un farceur à Eldari permet à un monde entier de ne pas sombrer dans le chaos, le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? Nombreux sont ceux qui, au sein de l'Ordo Xenos, pensent qu'il n'y a pas de frontière entre le salut et la damnation, mais seulement la survie. Ceux qui vont trop loin sont souvent chassés par les leurs. Plus d'un inquisiteur de l'Ordo Xenos a été déclaré excommunicate traitoris, traqué par ses anciens alliés pour avoir approfondi les connaissances qu'il cherchait autrefois à détruire. Certains disparaissent complètement, se glissant dans les ténèbres, continuant leur travail en secret. Peu d'inquisiteurs de l'Ordo Xenos meurent en paix. C'est une guerre menée dans l'ombre, une guerre où les plus grandes victoires ne sont jamais connues, où le prix de l'échec n'est pas une seule bataille perdue, mais l'effacement lent et silencieux de l'humanité elle-même. Et c'est une guerre qui ne s'arrêtera jamais. L'Imperium ne parle pas des démons. Il ne les mentionne pas dans ses registres et ne permet pas à ses citoyens de connaître leurs noms. Les reconnaître, c'est les inviter. Les comprendre, c'est risquer la corruption. Les citoyens de l'Imperium croient que la foi seule les protégera des horreurs de l'Immaterium. Ils ne connaissent pas la vérité. L'Ordo Malleus le fait. Depuis 10 000 ans, l'Ordo Malleus mène une guerre qui ne ressemble à aucune autre. Ils ne combattent pas des ennemis mortels. Ils ne chassent pas les Xenos, ni ne recherchent les traîtres au sein de l'Imperium. Ils combattent quelque chose de bien pire. Ils luttent contre les cauchemars de la réalité elle-même. Les démons ne sont pas liés par les lois de la physique, pas plus qu'ils ne marchent sur le champ de bataille comme le font les soldats mortels. Ils sont des mensonges faits chair, la malveillance ayant pris forme. Ce sont des créatures qui ne se contentent pas de tuer, mais qui consomment, se nourrissant de l'esprit et de l'âme de ceux qui osent jeter un coup d'œil au-delà du voile. Ils sont la guerre elle-même, et ils ne peuvent jamais être vaincus. L'Ordo Malleus n'existe pas pour détruire le chaos, car une telle chose est impossible. Les dieux du Warp sont éternels, nourris par les émotions de chaque âme en existence. Au lieu de cela, l'Ordo Malleus contient la menace, veillant à ce que la folie au-delà du voile ne se répande pas et ne consume pas la galaxie. Ils chassent les cultes qui murmurent à l'oreille du Warp. Ils anéantissent les sorciers qui osent manier des pouvoirs, dépassant l'entendement des mortels. Ils réduisent au silence ceux qui en ont trop vu. Ils sont le dernier rempart entre l'humanité et la damnation. L'Ordo Malleus ne mène pas cette guerre seule. Dans la bataille sans fin contre le chaos, ils ont un allié, les Chevaliers Gris. Contrairement aux Space Marines, les Chevaliers Gris n'ont pas été créés pour conquérir. Ils n'étaient pas destinés à défendre les mondes impériaux ou à étendre le domaine de l'Empereur. Ils n'existent que dans un seul but, détruire les démons. Leur existence même est un secret. Pour la majeure partie de l'Imperium, ils n'existent pas du tout. Leurs noms ne sont pas prononcés, leurs victoires ne sont jamais enregistrées. Même ceux qu'ils sauvent ne sont pas autorisés à s'en souvenir. Lorsqu'un chevalier gris se bat, tous ceux qui en sont témoins sont purgés. Leur travail est trop important, trop dangereux. La connaissance de leur ordre pourrait susciter la curiosité, et la curiosité est le premier pas vers la ruine. Leur semence génétique est intacte. Leurs âmes sont protégées contre le Warp.
Leurs armures sont marquées de sigils de pureté. Leurs armes sont conçues pour trancher la chair des démons, comme s'ils n'étaient rien. Ils ne faiblissent pas. Ils ne tombent pas. Pourtant, même les chevaliers gris ne sont pas à l'abri des murmures du chaos. Malgré toute leur pureté, toute leur force, ils entendent encore les voix. La déformation est insidieuse. Elle attend, patiente, sans fin. Même les plus vertueux peuvent être tordus. Même l'esprit le plus fort peut être brisé. De nombreux membres de l'Ordo Malleus ont passé leur vie à étudier le chaos, persuadés que la connaissance est la clé de sa défaite. Certains croient qu'en maniant les armes de l'ennemi, en utilisant les pouvoirs du Warp contre lui-même, ils peuvent renverser la vapeur. Beaucoup de ces hommes ne survivent pas longtemps. Certains sont exécutés par leurs confrères inquisiteurs avant que leur descente ne puisse commencer. D'autres disparaissent, glissant dans les ténèbres, tournant le dos à l'impérium pour poursuivre le savoir interdit qu'ils cherchaient autrefois à détruire. Mais certains restent, marchant sur le fil du rasoir entre le salut et la damnation, sachant que s'ils tombent, ils deviendront ce qu'ils chassaient autrefois. L'Ordo Malleus ne parle pas de ceux qui se sont transformés. Il n'enregistre pas leur nom. Mais la guerre qu'ils mènent est sans fin, et le chaos est patient. Personne n'est incorruptible, pas même un inquisiteur. Pendant 10 000 ans, l'Ordo Malleus a empêché l'impérium d'être consumé. Ils ont mené des batailles qui ne seront jamais connues, sauvé des mondes qui ne se rendront jamais compte qu'ils étaient en danger. Ils ont parcouru les profondeurs de l'immatérium, entrevu des horreurs qui briseraient des esprits moins avertis, et sont revenus. Mais ils ne reviennent pas entiers. Chaque bataille leur coûte quelque chose, chaque guerre laisse une cicatrice, et ils savent, en fin de compte, que le chaos ne peut jamais être véritablement détruit, elle ne peut qu'être retenue. Il n'y a pas de justice dans l'Inquisition, seulement des certitudes. Lorsque le regard d'un inquisiteur se pose sur un monde, sur une ville, sur une seule âme, l'issue est déjà déterminée. Les accusés ne sont pas traduits devant les tribunaux. Il n'y a pas de procès, pas de défense, pas de possibilité d'implorer la pitié. L'Inquisition ne recherche pas la vérité au sens où l'entendent les mortels. La vérité est fragile, muable, façonnée par la perception et l'émotion. L'Inquisition ne s'occupe pas des perceptions. Il s'agit d'une question d'absolu. La parole d'un inquisiteur est sans appel. Son seul soupçon suffit à condamner une vie, une ville, une planète. Ceux qui se retrouvent dans les griffes de l'Inquisition sont déjà coupables. La seule question qui subsiste est de savoir jusqu'où va la corruption. Les accusés sont emmenés dans des endroits que personne ne verra jamais. Ils sont arrachés à leur foyer, à leur lieu de travail, à leur champ de bataille, et traînés dans des chambres où la lumière est froide et les murs silencieux. Aucune prière ne les sauvera. Aucune supplique ne sera entendue. Personne à l'extérieur de ces murs ne saura jamais ce qui leur est arrivé. Il n'y a que des interrogatoires. Elle n'est pas menée pour déterminer la culpabilité. Cela a été décidé dès l'arrivée de l'Inquisition. Elle est menée pour extraire des informations, pour découvrir la pourriture cachée qui se dissimule sous la surface. Un homme peut prétendre ne rien savoir, n'avoir rien fait, être un loyal serviteur de l'empereur. Mais l'innocence n'a aucune importance. Le sort des accusés est souvent sinistre. Les méthodes de l'Inquisition sont inimaginables, conçues non pas pour punir, mais pour révéler. La douleur est un outil, pas une arme. L'esprit humain est fragile, et il se brisera. La seule question est de savoir combien de temps cela prendra. Il n'y a pas de limite aux techniques utilisées. Les psycheurs de l'Inquisition épluchent les souvenirs comme du parchemin, déchirant les couches de l'esprit d'un homme jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de caché. Les machines les plus perfectionnées
forgé dans les profondeurs des forges secrètes de l'Imperium, extrait des aveux de l'essence même d'une âme. Certaines méthodes sont plus primitives, les rasoirs, le feu, la douleur qui dépasse l'entendement. Toutes sont efficaces. Certains se brisent rapidement, d'autres résistent, mais tous avoueront. Il n'est pas rare qu'un hérétique accusé meure bien avant sa confession finale. Certains sont réduits à l'état d'enveloppe sans vie, leur corps brûlé par l'invasion psychique, leur chair consumée par l'agonie de leur propre trahison. D'autres cessent tout simplement d'être eux-mêmes, leur esprit étant si complètement brisé qu'ils ne se souviennent plus de ce qu'ils ont été. Ces personnes ne sont pas considérées comme des échecs. Les informations qu'ils ont fournies, que ce soit par leurs cris ou dans les profondeurs de leur esprit en ruine, sont suffisantes. La confession est inévitable. La suite, c'est l'exécution. Les coupables ne vivent pas. Ils sont effacés, leur corps incinéré, leur dossier purgé, leur nom jamais plus prononcé. Aux yeux de l'Inquisition, ils n'ont jamais existé. Leurs familles ne connaîtront pas leur sort. Leurs camarades ne sauront rien. Il n'y a pas d'exception. Un homme peut avoir vécu sa vie au service de l'Imperium. Il peut avoir mené ses guerres, avoir saigné pour l'empereur, avoir tout donné au nom de la survie de l'humanité. Cela n'a pas d'importance. S'il est considéré comme un risque, s'il est suspecté, il est déjà mort. Même les innocents ne sont pas épargnés. Avoir été pris par l'Inquisition, c'est en savoir trop. Un prisonnier qui a vu les salles d'interrogatoire, qui a entrevu les ténèbres au cœur de l'Imperium, ne peut pas être simplement libéré. Le savoir qu'il porte désormais est une blessure, et une blessure non soignée s'envenime. Certains sont exécutés simplement parce que leur esprit n'est plus utile. D'autres sont confiés au vaisseau noir, perdus à jamais dans la marée infinie des psycheurs, destinés à être consommés par le trône d'or. D'autres encore sont transformés en serviteurs, leur corps étant reconverti en machines sans cervelle, qui n'émettront plus jamais de pensées dangereuses. Quelques rares personnes sont recrutées. L'Inquisition a toujours besoin de nouveaux agents, de ceux qui ont vu la vérité et qui ont survécu. Mais ceux qui sont choisis ne sont plus ce qu'ils étaient. Leur passé est effacé. Ils sont reforgés, remodelés, transformés en armes. Il n'y a pas de survivants à un interrogatoire inquisitorial. Il n'y a que des morts, des oubliés et des damnés. Le peuple de l'Imperium n'est pas au courant de ces choses. Ils ne doivent pas savoir. Ils croient en l'empereur, en la justesse de sa volonté, en l'idée que la foi et la loyauté les protégeront. L'Inquisition veille à ce qu'ils continuent à croire. La peur les maintient dans le droit chemin. La peur les empêche de poser trop de questions. Et le cycle se poursuit. Tant que l'Imperium existera, l'Inquisition existera aussi. Les interrogatoires ne cesseront jamais. Les accusations ne cesseront jamais. Parce qu'il y aura toujours un autre hérétique à brûler. L'impérium de l'homme est fondé sur le sacrifice. Il exige obéissance, souffrance et sang. Mais il existe un sacrifice plus grand que tous les autres, un sacrifice qui soutient le cœur même de l'impérium. Chaque année, sur des milliers de mondes, l'Inquisition s'acquitte d'un devoir silencieux et terrible, la dîme des psycheurs. Ils viennent de tous les coins de l'Empire. Des villes ruches tentaculaires où des mutants cachés sont arrachés au caniveau. Des palais nobles des dynasties régnantes où une lignée maudite est révélée chez un nouveau-né. Sur les fronts de guerre, où l'intuition soudaine et artificielle d'un officier révèle qu'il est plus qu'un être humain. Ils sont rassemblés, enchaînés et emmenés. C'est le travail des vaisseaux noirs, une flotte qui existe en dehors du champ de vision de l'Imperium, mais dont la présence est connue de tous. Leur arrivée n'est jamais célébrée. Personne ne les regarde s'abattre sur son monde avec soulagement.
Lorsque les vaisseaux noirs arrivent, ils prennent, et ceux qui sont pris ne reviennent jamais. Les grandes dîmes sont administrées avec une efficacité impitoyable. L'Inquisition ne demande pas de volontaires. Elle ne tient pas compte de l'âge, du statut ou de la loyauté. Si quelqu'un naît psycheur, son destin est déjà décidé. La grande majorité d'entre eux sont trop dangereux pour vivre. Leurs esprits incontrôlés sont des balises pour le warp. Leur simple existence est une menace. C'est ainsi qu'ils sont envoyés à l'empereur. Personne en dehors de l'Inquisition et de l'Adeptus Astra Telepathica ne sait ce qui se passe réellement à bord des vaisseaux noirs. Ce que l'on sait, c'est que la plupart des personnes capturées ne verront plus jamais la lumière d'aucun monde. Leur vie ne leur appartient pas. Ils ne sont que du carburant pour le trône d'or. Leurs âmes sont consommées pour maintenir l'empereur en vie. Sans eux, l'Astronomicon s'assombrirait. Le corps de l'empereur s'affaiblirait. L'impérium lui-même serait perdu. On estime que des milliers de psycheurs sont sacrifiés chaque jour. Le processus n'est pas sans douleur. Être nourri par le trône d'or, c'est voir son âme déchirée, lentement, douloureusement, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. L'horreur est indescriptible, mais elle est nécessaire. Sans lui, l'impérium s'effondrerait et l'humanité serait jetée à la dérive, aveugle dans le vide, condamnée à l'extinction. C'est le prix à payer. Pourtant, tous ceux qui montent à bord des vaisseaux noirs ne sont pas sacrifiés. Un petit nombre d'entre eux, ceux qui se révèlent suffisamment forts et contrôlés, sont épargnés. Ils sont envoyés à la Scholastica Psychana, où ils deviendront soit des psycheurs autorisés, serviteurs de l'Astra Militarum, soit des astropathes, dont l'âme sera brûlée par la lumière de l'empereur, afin qu'elle puisse servir de vecteur à la communication interstellaire. Quelques-uns, plus rares encore, sont pris par l'Inquisition. Il existe des psycheurs dont les talents sont trop uniques, trop puissants, pour être gaspillés dans la simple servitude. Ces individus sont retirés des registres impériaux, leur passé est effacé. Ils sont entraînés, conditionnés, brisés et transformés en quelque chose d'autre. Certains deviennent des interrogateurs, utilisant leur capacité pour extraire la vérité de l'esprit des accusés. D'autres sont transformés en inquisiteurs, mettant leur pouvoir psychique au service d'une cause qu'ils comprennent à peine. Et puis il y a celles qui sont prises à des fins plus sombres. Certains psycheurs sont trop dangereux pour qu'on les laisse vivre, mais trop précieux pour qu'on les rejette complètement. Ces individus sont contraints à une horrible servitude, transformés en armes contre leur propre espèce. Certains sont lobotomisés et enchaînés, leur pouvoir étant bridé par un contrôle cybernétique, transformés en abominations sanctionnées dont l'impérium n'ose pas parler. D'autres sont enfermés dans des cellules de confinement de la taille d'un cuirassé, leur vaste potentiel psychique étant exploité pour alimenter des machines de guerre arcaniques ou des rituels interdits. Les plus terrifiants d'entre eux sont les psycheurs à col nul, ceux dont les capacités sont si extrêmes qu'ils sont enfermés dans des prisons labyrinthiques sous Terra elle-même, leur existence n'étant connue que des plus hauts gradés de l'Inquisition. Ils ne sont jamais autorisés à s'éveiller complètement. S'ils le faisaient, des secteurs entiers pourraient brûler. Le peuple de l'Impérium ne connaît pas ces choses. Ils savent seulement que les psycheurs sont dangereux, qu'il faut les craindre, les fuir, les haïr. Et ils savent que si l'un d'entre eux est découvert, il sera capturé. Les navires noirs viendront, et l'Impérium se nourrira des siens pour survivre. L'Inquisition est l'autorité suprême de l'Impérium. Elle n'est soumise à aucune loi et n'a de compte à rendre qu'à elle-même. Son mandat est simple, protéger l'humanité, quel qu'en soit le prix. Mais dans ses rangs, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas de vision commune de la meilleure façon d'atteindre cet objectif. L'Inquisition est une maison divisée,
enfermés dans une guerre éternelle entre deux idéologies opposées, les puritains et les radicaux. Les deux camps sont convaincus de servir la volonté de l'empereur. Tous deux se considèrent comme les véritables défenseurs de l'humanité. Mais leur point de vue sur la manière dont cette guerre doit être menée ne pourrait être plus différent. Les puritains sont les zélotes, les gardiens inflexibles de la doctrine impériale. Pour eux, les lois de l'empereur sont absolues. Les ennemis de l'humanité doivent être détruits, sans hésitation, sans question, sans compromis. Les xénos doivent être éradiqués. Les psycheurs doivent être contrôlés ou purgés. Le chaos doit être anéanti partout où il se trouve, sans exception. La survie de l'impérium dépend de sa pureté, et se souiller avec les outils de l'ennemi, c'est risquer la damnation. Pour un puritain, il n'existe pas de mal nécessaire. Il n'y a que le mal, et il faut le brûler avant qu'il ne se propage. Les puritains estiment que le compromis est la voie de la ruine. Ils considèrent les radicaux comme des hérétiques en puissance, leurs méthodes imprudentes représentant un danger non seulement pour l'impérium, mais aussi pour la réalité elle-même. Un véritable serviteur de l'empereur n'étudie pas le chaos, il le détruit. Un véritable inquisiteur ne négocie pas avec les xénos, il les extermine. Un véritable défenseur de l'humanité ne manie pas les armes de l'ennemi. Il veille à ce qu'elles soient jetées dans l'oubli. Malgré leur foi, leur dévotion rigide, les puritains ont déjà échoué. Ce n'est pas l'ignorance qui a condamné l'impérium pendant l'hérésie d'Horus. C'était une foi aveugle. Le refus de voir la corruption grandir au cœur de l'impérium jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est pourquoi les radicaux existent, pour s'assurer que cette erreur ne soit plus jamais commise. Les radicaux ne se considèrent pas comme des hérétiques. Ils se considèrent comme des réalistes. Ils comprennent que l'impérium n'a pas le luxe de combattre ses ennemis avec honneur. Ils savent que l'humanité est faible, qu'elle est en infériorité numérique, que l'impérium est au bord de l'extinction chaque jour qui passe, et ils feront tout ce qu'il faut pour assurer sa survie. Pour un radical, la connaissance est un pouvoir. Ils cherchent à comprendre les xénos, non seulement pour les détruire, mais aussi pour utiliser leurs armes contre eux. Ils emploient des technologies extraterrestres, manient des sciences interdites et infiltrent les sociétés cachées des civilisations non humaines. Pour les puritains, c'est une hérésie. Pour les radicaux, c'est le seul moyen de combattre plus intelligemment, de mieux combattre, de gagner. Et puis il y a les plus grands péchés de tous, l'étude du chaos, l'utilisation de son pouvoir contre lui-même. Certains, au sein de l'Inquisition, pensent que le chaos ne peut être véritablement vaincu par la seule ignorance. Pour détruire l'ennemi, il faut d'abord le comprendre. Ils se sont plongés dans les tomes les plus noirs, ont cherché des artefacts d'une puissance incroyable, ont exploité l'énergie du warp pour alimenter leur propre guerre. Ils ne se considèrent pas comme corrompus. Ils se considèrent comme des maîtres de l'obscurité, la maniant comme une arme contre les forces mêmes qu'ils combattent. La plupart de ceux qui s'engagent dans cette voie ne survivent pas longtemps. Certains disparaissent complètement, se glissant dans l'ombre, leur nom effacé de l'histoire. D'autres sont déclarés traîtres, chassés par leurs anciens alliés, avant que leur descente ne puisse s'achever. D'autres, les pires d'entre eux, ne tombent pas dans le chaos. Ils le deviennent. Ainsi, la guerre au sein de l'Inquisition se poursuit. Ce n'est pas une guerre menée avec des armées. Elle se déroule sous forme d'accusations chuchotées, d'assassinats silencieux, de conflits cachés que l'impérium ne verra jamais. Les inquisiteurs radicaux disparaissent, chassés par leurs homologues puritains avant que leur méthode ne soit révélée. Les inquisiteurs puritains disparaissent dans des circonstances mystérieuses, leur destin se perdant dans l'histoire. Être radical, c'est marcher au bord de l'abîme,
en sachant qu'à tout moment, un faux pas peut entraîner la ruine. Être un puritain, c'est croire qu'aucun prix n'est trop élevé pour préserver la pureté de l'impérium, même si cela implique de tuer les siens. Et être inquisiteur, c'est savoir qu'en fin de compte, l'ennemi ne détruira pas l'Inquisition. L'Inquisition s'auto-détruira. L'Inquisition est une arme d'autorité absolue. Elle se situe au-delà de la loi et n'a de compte à rendre qu'à elle-même. Les inquisiteurs ont le pouvoir de façonner le destin des mondes, de commander des flottes entières, d'exécuter des gouverneurs de planètes et des Astartes. Mais un tel pouvoir, exercé sans surveillance, conduit à un conflit inévitable. Les ennemis de l'Inquisition ne sont pas seulement les hérétiques, les xénos et les démons qui menacent l'humanité. Le plus souvent, le plus grand adversaire d'un inquisiteur est un autre inquisiteur. Il n'y a pas d'unité au sein de l'Inquisition. Il ne s'agit pas d'une force singulière travaillant en parfaite coordination, mais d'un ensemble fracturé et belliqueux d'individus, chacun convaincu que sa vision est la seule véritable voie. Leur rivalité ne se termine pas par un débat, pas plus qu'elle ne se règle par la négociation. Elle se termine dans le sang. Il n'y a pas de règles pour ces guerres cachées. Il n'y a pas de grandes batailles, pas de déclarations officielles. Il n'y a que le silence, l'extermination silencieuse de ceux qui sont jugés trop dangereux pour être autorisés à poursuivre leur travail. Un jour, un inquisiteur est une figure respectée de l'Ordo Xénos, travaillant à combattre une menace xénos émergente. Le lendemain, il a tout simplement disparu, ses dossiers effacés, ses actes oubliés, son nom rayé des archives impériales. Il ne s'agit pas d'une guerre au sens classique du terme, mais d'assassinat, de sabotage et de trahison. Les radicaux et les puritains sont toujours en désaccord. Un radical peut rechercher des connaissances que d'autres jugent trop dangereuses, expérimenter des armes interdites, repousser les limites de l'humanité. Le puritain, lui, ne voit qu'un hérétique en pleine croissance, une infection qu'il faut éliminer avant qu'elle ne se propage. Et c'est ainsi que le puritain agit. Une lame louée, un agent manipulé, un murmure à un assassin de l'officio assassinorum. Le radical ne le voit jamais venir. Mais pour chaque puritain qui réussit à éliminer ce qu'il considère comme de la corruption, un radical voit un ennemi qui refuse d'accepter la vérité. Il voit l'impérium pourrir lentement sous sa propre ignorance, il voit le grand dogme inflexible qui empêche le vrai progrès, et ils agissent pour éradiquer la menace qui se trouve sur leur chemin. Et le cycle se poursuit. L'Inquisition est pleine de cadavres qui ne seront jamais comptabilisés, de guerres qui ne seront jamais enregistrées, et de victoires que personne ne connaîtra jamais. Il n'y a pas de monument aux morts, pas de reconnaissance pour les morts. Il n'y a qu'une guerre sans fin, où les alliés d'aujourd'hui peuvent être les bourreaux de demain. Certains murmurent que cette guerre est plus dangereuse que n'importe quelle invasion d'hérétiques ou de xénos. L'impérium craint le chaos, mais c'est l'Inquisition qui verse son propre sang dans l'ombre. C'est l'Inquisition qui supprime les siens, éliminant certains de ses esprits les plus brillants, effaçant le savoir, abattant ceux qui auraient pu sauver l'humanité dans sa quête de survie. La guerre est menée de différentes manières. Certains choisissent des méthodes directes, déployant des assassins, brûlant des installations entières, s'assurant que le radical qu'ils chassent est réduit en cendres et oublié par l'histoire. D'autres sont plus insidieux. Un inquisiteur peut être condamné non pas par une lame, mais par un murmure, sa réputation démantelée, son autorité révoquée, son nom traîné dans les couloirs de l'Inquisition comme un exemple de ce qui arrive à ceux qui s'éloignent trop. Nombreux sont ceux qui sont tombés sans jamais savoir qui avait agi contre eux. Même les grands seigneurs de Terra craignent l'Inquisition pour cette raison. Il n'y a pas d'institution plus puissante.
Mais il n'y a pas non plus d'institution plus divisée, plus autodestructrice, plus consumée par ses propres conflits sans fin. Certains membres de l'Inquisition affirment que cela est nécessaire, que les forts doivent s'élever et que les faibles doivent être purgés. D'autres pensent que le plus grand danger pour l'Imperium n'est ni le Xénos, ni l'hérétique, ni le démon, mais l'Inquisition elle-même. Elle ne sert pas l'Empire, elle ne sert que ses propres idéologies concurrentes. Il n'y a pas de véritable direction au sein de l'Inquisition, pas d'autorité ultime qui gouverne ses agents. Chaque inquisiteur est autonome et agit comme il l'entend, ne répondant qu'à sa propre vision de la volonté de l'empereur. Et lorsque cette vision s'oppose à une autre, la guerre est inévitable. Certains, au sein de l'Inquisition, ont tenté de mettre de l'ordre dans ce chaos, d'unir ses forces, d'imposer un contrôle sur cette division sans fin. Aucun n'y est parvenu. Dès qu'une faction commence à s'élever, les autres la réduisent à néant, ne voyant qu'une tyrannie en devenir. Ils ne veulent pas être gouvernés, ils ne seront pas liés. C'est ainsi que se poursuit la guerre dans l'ombre. Une guerre où la victoire n'a pas de sens, car il y aura toujours une autre bataille à mener, un autre ennemi à réduire au silence, un autre inquisiteur à éliminer. En fin de compte, la grande question de l'Inquisition est la suivante. Protège-t-elle l'Imperium ou est-elle en train de le déchirer lentement? Personne ne connaît la réponse. Peut-être que personne ne le fera jamais. Il y a des moments où l'Imperium of Man est forcé de faire un choix. Certaines menaces peuvent être chassées, déracinées et purgées avec précision. Certaines guerres peuvent être gagnées par le sacrifice, par le sang, par la détermination pure et simple. Mais il arrive que le coût de la sauvegarde d'un monde soit tout simplement trop élevé. Lorsque la corruption s'est installée si profondément qu'aucune armée, aucune force, aucun acte de foi ne peut la nettoyer. Dans ces moments-là, l'Imperium n'hésite pas. Il choisit la mort. C'est l'exterminatus, la sanction finale, le jugement ultime, la sentence de mort exécutée à l'échelle planétaire. Il s'agit d'un décret irréversible, d'un destin qui ne peut être négocié. Lorsque l'ordre est donné, un monde entier cesse d'exister, effacé des étoiles comme s'il n'avait jamais existé. Seules les voix les plus puissantes de l'Imperium peuvent déclarer l'exterminatus. Parmi elles, l'Inquisition détient la plus grande autorité. Un seul inquisiteur peut, d'un seul mot, condamner des milliards de personnes à mort. Aucun conseil ne doit être convoqué. Aucun débat n'est nécessaire. L'ordre est donné et le monde brûle. Il n'y a pas d'échappatoire. Les méthodes d'exterminatus varient, mais elles aboutissent toutes au même résultat. La plus courante est le bombardement orbital, une cascade implacable de torpilles cycloniques qui fissurent la croûte de la planète, enflamment son atmosphère et réduisent ses villes à l'état de scories en fusion. Les tempêtes de feu qui s'ensuivent sont suffisamment vastes pour consumer des continents, l'air lui-même se transformant en une vague de mort brûlante. Certains mondes sont soumis à des bombardements de virus, un sort bien plus cruel. Des agents biologiques mortels sont déployés, se propageant plus rapidement que toute créature vivante ne peut espérer fuir. En quelques heures, tout être vivant est réduit en bouillie. Des populations entières sont liquéfiées de l'intérieur. Le virus lui-même se consume, ne laissant rien derrière lui, pas même des os, pas même des ruines, seulement le silence. Il existe d'autres méthodes, toutes plus horribles les unes que les autres. La purification radiologique, qui consiste à baigner la planète dans des radiations dures, garantissant que rien ne pourra pousser pendant 10 000 ans. La déstabilisation tectonique, qui consiste à briser le cœur des planètes et à faire éclater le monde lui-même. L'implosion cyclonique, où la gravité elle-même est utilisée comme une arme,
écrasant une planète en une enveloppe sans air et sans vie. Quelle que soit la méthode, le résultat est le même. Le monde meurt et son nom est effacé des registres impériaux. L'exterminatus n'est pas un acte de rage. Il n'est pas déclaré par vengeance, ni par dépit. C'est une décision calculée, un acte de préservation par l'anéantissement. Il est mis en œuvre lorsqu'il n'y a pas d'autre choix. Une planète infectée par le chaos ne peut être autorisée à exister. Une fois que la souillure s'est répandue, une fois que la corruption a pris racine, il n'y a pas de remède. Les armées de l'empereur peuvent se battre pendant des jours, des semaines, des années, mais la bataille est déjà perdue. Le chaos ne se contente pas de conquérir. Il transforme, remodèle, crée quelque chose de nouveau, quelque chose d'inhumain. Si l'impérium hésite, un monde perdu dans le chaos devient une passerelle, un point d'appui à partir duquel les démons se déverseront dans la réalité. Le sacrifice de milliards de personnes n'est rien en comparaison de ce qui se produirait si on laissait un tel monde s'envenimer. D'autres fois, ce sont les xénos qui apportent l'anéantissement. Les tyrannides, créatures à la fin infinie, consomment des mondes entiers, les dépouillant de leur biomasse, les réduisant à l'état de roches stériles. Si un monde ne peut être défendu, il vaut mieux le détruire que de le laisser tomber aux mains de l'ennemi. Même une simple rébellion, si elle n'est pas contrôlée, peut être sanctionnée par l'exterminatus. L'impérium ne peut tolérer aucune faiblesse. Si un seul monde défie la volonté de l'empereur, d'autres peuvent suivre. Lorsque la rébellion s'étend, l'impérium ne négocie pas. Il n'offre pas de seconde chance. Il élimine le problème avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Des milliards de personnes mourront, mais l'impérium perdurera. Pour ceux qui se trouvent en dessous, la mort arrive sans prévenir. Un instant, un monde peut être animé par l'industrie, la foi, la guerre, la vie. L'instant d'après, le ciel s'embrase, le sol tremble, l'air devient un poison. Il n'y a nulle part où fuir. Il n'y a nulle part où se cacher. Des villes entières sont incinérées avant même que leurs habitants ne comprennent ce qui se passe. Des générations entières périssent en l'espace d'un battement de cœur. Il n'y a pas de survivants à exterminatus. Personne n'est épargné. Aucun appel à la pitié n'est entendu. Suite à cela, le monde est en ruine. L'impérium ne pleure pas. L'impérium ne porte pas le deuil. Il va simplement de l'avant. Une autre bataille, une autre guerre, un autre choix à faire. Et le moment venu, un autre monde brûlera. L'Inquisition ne fait pas la guerre comme les grandes armées de l'Imperium. Elle ne fait pas appel aux légions sans fin de l'Astra Militarum ou aux vastes flottes de la marine impériale. Elle ne marche pas en formation et ne se bat pas pour l'honneur. La guerre de l'Inquisition est une guerre silencieuse, d'une violence précise et absolue, menée par ceux qui ne demandent pas pourquoi, mais seulement qui doivent mourir. Pour cela, l'Inquisition a ses propres guerriers. Les Stormtroopers inquisitoriaux, également connus sous le nom de Tempestus Sions, comptent parmi les soldats les plus disciplinés et les plus impitoyables de l'Imperium. Contrairement aux masses conscrites de l'Astra Militarum, contrairement aux guerriers grossiers et brutaux des légions pénales, ces hommes et ces femmes sont sélectionnés au sein de la Schola Progenium, élevés dès l'enfance pour obéir sans hésitation. Leur loyauté est absolue, leur but est singulier. Ils ne sont pas une armée, ils sont un instrument de la volonté de l'Inquisition. Là où un inquisiteur a besoin de force, là où un ordre doit être exécuté sans faille, ces soldats sont déployés. Ils n'hésitent pas. Ils ne se posent pas de questions. Ils ne faiblissent pas. Si leur maître leur ordonne de prendre d'assaut le palais d'un gouverneur planétaire et d'exécuter tous les hommes, femmes et enfants qui s'y trouvent, ils s'exécutent.
s'ils reçoivent l'ordre d'infiltrer le vaisseau vide d'un commerçant véreux, d'éliminer l'équipage et d'effacer toutes les traces de son existence, ils s'exécutent sans hésiter. Il n'y a pas de place pour le doute dans leur rang. Il n'y a que la mission. Ces Stormtroopers ne sont pas des soldats ordinaires. Ils sont formés à des méthodes de guerre que peu d'habitants de l'Imperium connaissent. Ils sont spécialisés dans l'infiltration rapide, l'assassinat et la guerre urbaine, capables d'éliminer des cibles avant même le début d'une guerre. Lorsqu'ils sont déployés en masse, ils peuvent paralyser une force ennemie avant qu'elle n'ait le temps de réagir. Leur équipement est supérieur à celui de la garde impériale standard. Ils portent des armures de carapace, renforcées contre les tirs d'armes légères, et des canons de l'enfer, des armes capables de transpercer les armures de puissance avec une efficacité terrifiante. Ils opèrent en unité d'une discipline précise, chacun étant un rouage parfait de la machine à tuer de l'Inquisition. Pour l'Imperium dans son ensemble, ils n'existent pas. Ils ne sont pas honorés par de grandes statues. Leurs noms ne sont jamais enregistrés. Leurs victoires ne sont jamais célébrées. Lorsqu'un monde devient soudainement silencieux, lorsqu'une maison noble disparaît du jour au lendemain, lorsqu'une rébellion meurt avant d'avoir pu commencer, ce sont les Stormtroopers de l'Inquisition qui ont fait leur travail. Leurs missions sont multiples, mais elles ont toujours le même but: imposer le silence. La guerre de l'Inquisition n'est pas seulement contre les hérétiques, les xénos et les démons. Elle est contre le savoir lui-même. Il y a des choses que l'humanité n'a jamais été censée connaître, des vérités qui briseraient l'ordre fragile de l'Imperium. Lorsque ces connaissances tombent entre de mauvaises mains, lorsque des rumeurs de chaos, d'alliances extraterrestres ou de guerres secrètes commencent à se répandre, l'Inquisition agit. Il ne négocie pas. Il n'émet pas d'avertissement. Il élimine la source. Un seul mot peut suffire à justifier une exécution. Un seul document. Un seul artefact. Un seul soupçon. Les Stormtroopers de l'Inquisiteur se déplacent sous le couvert de l'obscurité. Leurs opérations sont invisibles. Ils pénètrent dans les archives et brûlent les textes interdits avant qu'ils ne soient lus. Ils exécutent les érudits, les prêtres et même les inquisiteurs qui en ont trop appris. Ils n'hésitent pas. Ils ne laissent pas de témoins. Servir comme l'un de ces guerriers, c'est suivre un chemin sans gloire. Il n'y a pas de médaille, pas de rang de prestige, pas de récit d'héroïsme. Il n'y a que le devoir, et ce devoir est accompli jusqu'à ce que la mort les emporte. Peu de gens vivent longtemps au service de l'Inquisition. Leur travail est trop dangereux, leurs ennemis trop nombreux. Certains sont tués dans l'exercice de leurs fonctions, leur corps étant laissé à l'abandon dans des endroits que personne ne trouvera jamais. D'autres sont exécutés par leur propre maître, car les connaissances qu'ils possèdent représentent un trop grand risque pour qu'on leur permette de vivre. Un Stormtrooper ne prend pas sa retraite. Un Stormtrooper ne quitte pas le service de l'Inquisition. Ils se battent jusqu'à ce que leur utilité prenne fin. Et quand ce jour arrive, ils disparaissent. Leurs noms ont été effacés. Leur existence est oubliée. Mais la guerre qu'ils ont menée se poursuit. Tant que l'Inquisition existera, il y aura toujours un autre ennemi à réduire au silence. Un autre hérétique à éliminer. Une autre vérité trop dangereuse pour être connue. Et l'Inquisition aura toujours des personnes prêtes à faire ce qui doit être fait. Certains membres de l'Imperium exercent un pouvoir qui échappe aux mortels. Les psycheurs canalisent l'énergie brute du warp. Leur esprit est un conduit pour des forces à la fois merveilleuses et terrifiantes. L'Imperium compte sur eux pour sa survie, ses navigateurs guidant les vaisseaux à travers le warp, ses astropathes transmettant des messages à travers le vide, ses psycheurs sanctionnés renversant le cours de la bataille. Mais ce pouvoir s'accompagne d'un risque terrible, car le warp est une chose inconstante, et ceux qui le touchent
ne sont jamais vraiment libérés de son influence. Face à cette menace, l'Inquisition emploie une race rare d'individus connus sous le nom de Blancs ou parias, des êtres qui ne se contentent pas de résister à la distorsion, mais qui existent entièrement en dehors d'elle. Les Blancs sont une anomalie, une aberration biologique. Là où les psycheurs sont liés au warp, leurs âmes brillant comme des balises dans l'immatérium, un Blanc n'est rien. Ils n'ont aucune présence dans le warp, aucune signature psychique. Pour un psycheur, ils sont un vide, une absence là où il devrait y avoir quelque chose. Et cette absence est terrifiante. La simple présence d'un Blanc suffit à provoquer des vagues de nausées et d'effroi, même chez les psycheurs les plus endurcis. Leur proximité réduit au silence les capacités nées de la distorsion, rend les psycheurs impuissants et coupe leur lien avec l'immatérium, comme s'il s'agissait de l'air qu'ils respiraient. Pour les démons, leur présence est encore pire, une agonie qui brûle l'essence même de leur existence. Aucune entité warp ne peut supporter une exposition prolongée à un Blanc. Ils sont un anathème pour le chaos lui-même. Cela leur confère une valeur inestimable pour l'Inquisition. L'Ordo Malleus les déploie dans la guerre contre les démoniaques, s'assurant qu'aucune sorcellerie, aucun assaut psychique, aucun pouvoir du warp ne puisse protéger ceux qui conspirent avec le grand ennemi. L'Ordo Hereticus les utilise pour chasser les psycheurs malhonnêtes, les plaçant au cœur des interrogatoires, où le pouvoir de l'accusé lui est retiré, le laissant impuissant face à ses juges. Même l'Ordo Xenos s'en sert, car il existe des races extraterrestres dont l'existence entière est façonnée par l'énergie psychique, et contre elles, les Blancs sont l'arme parfaite. Mais leur utilité ne leur permet pas d'être acceptés. Même dans les rangs de l'Inquisition, les Blancs sont craints. Leur présence est troublante, même pour ceux qui ne sont pas des psycheurs. Il y a quelque chose d'anormal chez eux, quelque chose que l'esprit humain a du mal à comprendre. Les gens reculent instinctivement devant eux, incapables de ressentir de la chaleur ou des liens en leur présence. Une conversation avec un Blanc semble vide, comme si l'on s'adressait à quelque chose qui n'existe pas vraiment. Cette aura contre nature les isole et fait en sorte que même leurs alliés les traitent comme de simples outils à utiliser. Ils sont tenus à distance, vivent souvent dans la solitude et sont évités par ceux-là même qu'ils servent. Les inquisiteurs les apprécient, mais ne leur font pas confiance. De nombreux Blancs sont regroupés au sein d'organisations spécialisées, comme les assassins du Culexus, une faction de l'Officio Assassinorum qui traque et éradique les psycheurs. Alors que les autres assassins font appel à la précision et à l'habileté, un assassin de Culexus est un véritable cauchemar ambulant. Vêtu d'arcanes et de casques à tête de mort qui amplifient leur présence déjà effrayante, ils se déplacent sans être vus, inspirant une terreur aveuglante à ceux qu'ils chassent. Un psycheur pris dans leur filet ne meurt pas rapidement. Il meurt en hurlant, son âme déchirée, son essence consumée par le vide de l'existence d'un Blanc. Tous les Blancs ne sont pas transformés en tueurs. Certains servent de sentinelles noires, de garde du corps au plus haut rang de l'impérium, protégeant des attaques psychiques des personnalités telles que les inquisiteurs et les hauts seigneurs de Terra. D'autres sont affectés au vaisseau noir, leur présence garantissant que les psycheurs qui s'y trouvent restent faibles, impuissants, incapables d'échapper à leur destin. Mais quel que soit leur objectif, ils ne seront jamais l'un d'entre eux. Être un Blanc, c'est être à jamais seul. Craints par ceux qu'ils protègent, ils sont méprisés, alors même qu'ils servent. Certains deviennent fous à cause de l'isolement, incapables de supporter la façon dont les gens reculent instinctivement devant eux. D'autres deviennent amers et en veulent à l'impérium qui ne voit en eux qu'un mal nécessaire.
et certains disparaissent tout simplement, glissant dans le vide, sans que l'on sache ce qu'il advient d'eux. Pourtant, malgré la peur, malgré le malaise qu'ils suscitent, les Blancs sont essentiels. Sans eux, l'Imperium n'aurait aucune défense contre les horreurs infinies du Warp. Sans eux, les démons se promèneraient librement, les psycheurs régneraient sans contrôle, et les ennemis de l'Imperium disposeraient d'une puissance inouïe. C'est pourquoi l'Inquisition les garde près d'elle, pas en tant que camarades, pas sur un pied d'égalité, mais comme des armes, gardées en réserve, attendant le moment où elles seront nécessaires, jusqu'au jour où l'Inquisition les lâchera dans la galaxie. L'Inquisition n'utilise pas les outils de la guerre conventionnelle. Elle ne mène pas de batailles ouvertes dans les rues des villes ruches ou sur les champs ensanglantés des lignes de front. Ses ennemis sont souvent trop insidieux, trop profondément ancrés et trop cachés pour être combattus par les seules armées. Parfois, il n'y a qu'une seule solution, le silence. Lorsque le silence est nécessaire, l'Inquisition se tourne vers l'Officio Assassinorum. L'Officio Assassinorum est une organisation qui existe dans l'ombre de l'Imperium, une branche non reconnue de l'Inquisition, chargée de veiller à ce que lorsqu'une menace doit être éradiquée, elle le soit rapidement, discrètement et sans fanfare. Il s'agit d'un réseau composé des tueurs les plus meurtriers et les plus efficaces de la galaxie, formés aux arts de l'assassinat, du sabotage et de l'infiltration. Pour le reste de l'Imperium, les assassins sont des légendes, des figures mythiques qui agissent dans les recoins les plus sombres de l'histoire. Pour l'Inquisition, ce sont des outils à manier sans hésitation. Les assassins ne font pas partie des forces impériales régulières. Ils ne répondent ni aux commandants, ni aux gouverneurs de planètes, ni même aux hauts seigneurs de Terra. Ils ne répondent qu'à l'Inquisition, dont ils exécutent la volonté sans poser de questions, sans remords et sans crainte. Leur mandat est absolu. Parmi les agents les plus célèbres de l'Officio Assassinorum figurent les 4 principaux temples, le Vindicar, le Calidus, l'Eversor et le Culexus. Chaque temple est spécialisé dans un type d'assassinat différent, chacun ayant ses propres méthodes, armes et tactiques. Ensemble, ils forment une force mortelle aux multiples facettes, capable d'éliminer n'importe quelle cible, qu'elle soit bien cachée, bien gardée ou puissante. Les assassins de Vindicar sont les tireurs d'élite de l'Officio. Formés à l'utilisation des armes de sniper les plus sophistiquées et les plus mortelles, ils peuvent frapper à des kilomètres de distance, abattant leurs cibles avec une précision extrême. Leurs armes sont capables de percer les armures les plus épaisses et leur visée est sans faille, même dans les conditions les plus extrêmes. La mort d'un Vindicar est nette, chirurgicale et irréversible. Lorsque l'Inquisition a besoin qu'une cible tombe sans le moindre bruit, sans la moindre trace, le Vindicar s'en charge. Les assassins de Calidus sont les infiltrés, les caméléons, les maîtres du déguisement. Entraînés à se fondre dans n'importe quel environnement, ils peuvent prendre n'importe quelle identité, devenir n'importe qui pour s'approcher de leur cible. Grâce à leur capacité de métamorphose, ils peuvent franchir les défenses les plus solides et opérer dans les rangs de l'ennemi sans jamais être détectés. Qu'il s'agisse d'un gouverneur, d'un général ou d'un membre corrompu de l'ecclésiarchie, l'assassin Calidus peut devenir la personne qu'il doit tuer, exécutant l'assassinat avec une froide précision. Les assassins d'Eversor sont les plus terrifiants d'entre eux, les berserkers. Ce sont des armes vivantes, génétiquement améliorées et animées par la rage. Ils sont entraînés au combat rapproché et portent des armes capables de transformer une pièce remplie d'ennemis en une mer de sang. Les Eversor sont envoyés lorsqu'une cible est bien gardée, lorsqu'une attaque rapide et violente est nécessaire pour neutraliser un groupe entier.
Ils sont souvent déployés dans des environnements où il n'y a pas de temps pour la subtilité, pas de place pour l'hésitation. Lorsque l'Eversor frappe, c'est avec une fureur qui ne peut être contenue. Les assassins de Culexus, bien que moins connus, sont peut-être les plus redoutés de tous. Ce sont des nuls, des individus nés sans aucun lien avec le Warp, et leur seule présence suffit à supprimer les pouvoirs psychiques et à faire ressentir une douleur physique aux psycheurs. Ils sont employés pour tuer ceux qui utilisent l'énergie du Warp, ceux dont l'existence même représente une menace pour l'Imperium, comme les psycheurs rebelles, les chefs de culte du chaos et ceux qui utilisent le Warp pour dissimuler leur pouvoir. L'assassin de Culexus est un espace vide dans le Warp, et sa simple proximité rend les psycheurs et les démons impuissants. Pour les psycheurs, le Culexus est un personnage terrifiant, un cauchemar ambulant capable de les éliminer sans jamais sortir une arme. Un seul assassin est plus efficace qu'une armée entière. L'Inquisition n'a pas besoin de s'engager dans de longues batailles sanglantes lorsqu'une frappe bien placée peut éliminer une menace en un instant. L'assassinat d'un haut fonctionnaire, d'un chef de secte ou même d'un traître au sein de l'Inquisition peut démêler tout un réseau de conspirations. Un seul mort peut mettre fin à une guerre, sauver un monde, sans qu'un seul coup de feu n'ait été tiré. Pourtant, l'utilisation des assassins n'est pas sans conséquences. Leur existence même nous rappelle que l'Imperium n'est pas un lieu de justice, mais de survie. Le prix de la victoire est souvent invisible. Le sang versé par les assassins n'est jamais reconnu par ceux qu'ils protègent. Le travail de l'Inquisition n'est pas célébré. Il est accompli en silence, dans l'ombre, en sachant qu'une mort vaut parfois 1 million de vies. Et quand le silence devra tomber, les assassins seront là pour exécuter la volonté de l'Inquisition, sans hésitation, sans pitié. L'Inquisition est un pouvoir qui ne ressemble à aucun autre dans l'Imperium. C'est l'autorité finale, incontestée, au-dessus de toutes les autres institutions. Les inquisiteurs détiennent le pouvoir de vie et de mort, le droit de purger des mondes entiers, d'émettre des décrets qui peuvent remodeler le destin de milliards de personnes. Leur parole fait loi, leur jugement est absolu. Mais même au sein d'une force aussi inflexible, il est une vérité que l'on ne peut ignorer. Les inquisiteurs ne sont pas infaillibles. L'autorité accordée à un inquisiteur est immense. Ils sont des agents de la volonté de l'empereur, non liés par les règles normales de gouvernance, capables d'agir dans le secret, à l'abri de toute surveillance. Cependant, un tel pouvoir s'accompagne d'une terrible responsabilité qui pèse lourdement sur les épaules de ceux qui le détiennent. Certains se montrent à la hauteur de la tâche, préservant la pureté de leur mission, leur jugement n'étant jamais remis en question. D'autres, en revanche, faiblissent, et lorsqu'ils le font, les conséquences peuvent être catastrophiques. La corruption est la plus insidieuse de toutes les menaces. Elle n'arrive pas toujours sous la forme d'une trahison visible. Elle commence souvent par une petite fissure dans l'esprit d'un inquisiteur, une minuscule erreur de jugement. La quête du savoir, si essentielle à leur travail, peut devenir une dangereuse obsession, les entraînant sur des chemins obscurs. Le pouvoir même qui les rend redoutables peut être ce qui les consume. L'attrait des connaissances interdites, la tentation d'utiliser les armes de l'ennemi pour le vaincre, est une tentation constante pour l'inquisiteur. Certains, attirés par ce pouvoir, peuvent devenir semblables aux ennemis qu'ils chassaient autrefois. Il y a des radicaux au sein de l'Inquisition, oui, mais il y a aussi des phalènes, ceux qui franchissent la ligne et embrassent le chaos, les idéologies extraterrestres ou les pratiques non approuvées. Ces inquisiteurs représentent une plus grande menace que n'importe quel hérétique ou xénos. Ils portent le nom de l'empereur, mais leurs actions vont à l'encontre du tissu même de l'Imperium. La différence entre sauveur et destructeur est très mince, et pour certains, cette ligne est franchie.
D'autres sont tout simplement dépassés. Dans la guerre sans fin que mène l'Inquisition, ses membres naviguent constamment dans un réseau d'intrigues, de tromperies et de machinations ennemies. Certains inquisiteurs sont victimes des forces mêmes qu'ils combattent, qu'il s'agisse de xénos perfides ou des murmures du chaos. Un plan bien préparé peut être réduit à néant en un seul instant d'hésitation. Au milieu des secrets et des luttes de pouvoir, un inquisiteur peut se retrouver pris au dépourvu, son opération entière démantelée par des forces plus rusées qu'il ne l'avait prévu. Les guerres cachées au sein de l'Inquisition sont aussi dangereuses que n'importe quel ennemi extérieur, et ceux qui font un faux pas au sein de l'Inquisition se retrouvent souvent isolés, leurs alliés se retournent contre eux et leur réputation est mise à mal. Lorsqu'un inquisiteur échoue, il ne s'agit pas seulement d'un échec personnel, c'est un échec dont les conséquences se répercutent sur tout l'impérium. Des campagnes entières peuvent être perdues, des mondes peuvent tomber, et la survie même de l'humanité peut être compromise. C'est un paradoxe, car l'Inquisition existe pour prévenir de tels échecs, mais ce sont ces mêmes inquisiteurs qui, dans leur arrogance, peuvent commettre des erreurs qui coûtent des milliards. La frontière entre le sauveur et le tyran est souvent définie par le résultat d'une seule décision, et les retombées d'un échec ne peuvent jamais être annulées. Les conséquences d'un échec ne se limitent pas à des défaites stratégiques ou à des missions gâchées. La puissance de l'Inquisition réside dans son secret, sa capacité à agir sans crainte de répercussions. Mais lorsqu'un inquisiteur échoue, ses faux pas sont connus de tous. Un inquisiteur défaillant, dont les actions ont entraîné la mort ou la corruption d'innombrables innocents, peut être traqué par ses pairs. Il n'y a pas de quartier. Le pouvoir même qu'ils exerçaient autrefois se retourne contre eux, et ils sont traités comme des traîtres, mis de côté comme un poids mort dont il faut se débarrasser. L'inquisiteur autrefois redouté peut se retrouver dans une course désespérée pour survivre, traqué par ceux qu'il commandait autrefois. Pour chaque inquisiteur qui s'élève au-dessus de ses faiblesses, pour chaque inquisiteur qui navigue dans les luttes morales et éthiques constantes, avec sagesse et prudence, il y en a un autre qui succombe aux forces mêmes contre lesquelles il s'est battu. Et en fin de compte, le plus grand danger pour l'impérium n'est peut-être pas l'ennemi extérieur auquel il est confronté, mais la pourriture interne qui menace de le détruire de l'intérieur. Lorsque l'Inquisition échoue, le prix à payer est élevé. Il n'y a pas de retour en arrière, pas de rédemption pour ceux qui franchissent la ligne. Le prix se paie en vie, dans l'âme même de l'impérium, dans le temps précieux qui s'écoule au fur et à mesure que les échecs s'accumulent. L'Inquisition est une arme à double tranchant. Ceux qui la manient doivent constamment se demander si le prix qu'ils paient pour le pouvoir vaut la destruction potentielle qu'il peut causer. L'impérium survit dans l'ignorance. Son peuple ignorant superbement les forces obscures en jeu derrière le voile qui les protège. L'Inquisition opère dans cette ombre, ses actions étant dissimulées aux masses. C'est un mal nécessaire qui assure la survie de l'humanité dans une galaxie regorgeant d'hérésie, de xénos et de chaos. Mais pour protéger l'impérium, l'Inquisition doit agir dans le secret. Ce secret est à la fois sa plus grande force et son plus dangereux défaut. Les habitants de l'impérium vivent leur vie en pensant que leur sécurité est garantie par leur foi, leur obéissance à l'empereur et la force des institutions impériales. Ils ne sont jamais informés des innombrables menaces tenues à distance par l'Inquisition, des mondes détruits, des populations entières éradiquées, des ennemis exterminés avant même d'avoir été vus. L'Inquisition agit en silence, son travail s'effectue dans l'obscurité, à l'insu de ceux qu'elle protège. L'impérium ne sait rien des sacrifices consentis en son nom. Mais cette ignorance est une arme à double tranchant.
Le travail de l'Inquisition peut assurer la sécurité de l'impérium. Mais le prix à payer est élevé. Des milliards de personnes meurent sans que leur mort soit reconnue. Des mondes entiers sont purgés pour empêcher la propagation de l'hérésie ou l'influence des xénos. Ces vies, ces mondes, sont effacés sans fanfare, leur existence rayée des annales de l'histoire. Le peuple de l'impérium ne connaît jamais le prix de sa paix, car l'Inquisition veille à ce que la vérité soit enterrée. Le secret qui protège l'impérium engendre également la corruption. L'autorité incontrôlée de l'Inquisition lui permet d'agir sans contrôle, de prendre des décisions sans avoir à en rendre compte. Au nom de la survie, elle a franchi des limites qui ne peuvent plus être dépassées. Ce qui était à l'origine une force nécessaire à la protection de l'humanité est devenu un outil de contrôle qui réduit au silence les dissidents et écrase toute menace, aussi petite soit-elle. Plus l'Inquisition se cache du peuple, plus elle risque de devenir l'ennemi même qu'elle était censée combattre. Dans l'ombre, l'Inquisition est devenue une loi en soi, dotée d'un pouvoir supérieur à celui de toute autre institution. C'est une force qui peut brûler des mondes entiers, effacer des histoires entières et condamner des milliards de personnes à la mort sans poser de questions. Le prix de ce pouvoir est le secret qui l'entretient. Plus l'Inquisition opère dans l'obscurité, plus elle devient une force d'oppression. La frontière entre protecteur et tyran devient floue, et l'impérium doit se demander si le coût de la survie vaut le prix payé pour l'obtenir. Le peuple de l'impérium est maintenu dans l'obscurité, mais dans cette obscurité, quelque chose se développe. Le secret de l'Inquisition permet à la corruption de prendre racine, sans contrôle ni contestation. La chose même qui protège l'humanité, la volonté de cacher la vérité, affaiblit également les fondations sur lesquelles repose l'impérium. La vérité, lorsqu'elle sera inévitablement révélée, brisera la paix délicate que l'Inquisition a construite. Le peuple pourrait découvrir que la force même qui a sauvegardé son existence est aussi celle qui a souillé son âme. Le coût du secret est élevé. L'impérium ne saura jamais combien de personnes ont été perdues, combien de vies ont été sacrifiées au nom de sa protection. Mais même face à ces pertes, l'Inquisition ne peut s'arrêter. C'est un mal nécessaire, mais c'est un mal quand même. La frontière entre la droiture et la corruption est fragile, et l'Inquisition la franchit chaque jour. Le secret protège, mais il corrode aussi. L'Inquisition peut sauver l'humanité, mais elle peut aussi être la force qui finit par la détruire. Les inquisiteurs débutent leur carrière comme les plus loyaux serviteurs de l'empereur, animés par un but unique, protéger l'humanité des horreurs de la galaxie. Leur mission est claire et leur foi est inébranlable. Mais au fur et à mesure qu'ils gagnent en puissance et en responsabilité, ils sont contraints de faire des choix qui brouillent la frontière entre droiture et cruauté. Le travail de l'Inquisition exige des sacrifices, des décisions qui briseraient des hommes plus modestes. Un inquisiteur a pour mission d'éliminer les menaces qui pèsent sur l'humanité, qu'il s'agisse de psycheurs malhonnêtes, de traîtres au sein de l'impérium, ou même de la marée infinie de Xénos et de Chaos. Dans leur poursuite de ces objectifs, ils se retrouvent souvent coincés entre ce qui est nécessaire et ce qui est juste. La frontière entre les deux devient de plus en plus difficile à discerner. Pour protéger l'humanité, ils doivent être prêts à prendre des décisions difficiles. Mais jusqu'où cette volonté peut-elle aller avant qu'ils ne deviennent ce qu'ils combattent? Au départ, un inquisiteur croit en une loyauté absolue envers l'empereur. Chacune de ses actions est justifiée par le plus grand bien, la préservation de l'humanité. Les vies qu'il sacrifie sont considérées comme un mal nécessaire, un moyen d'assurer la survie de l'impérium. Mais à chaque acte de brutalité, à chaque vie effacée au nom de la survie,
le point de vue de l'inquisiteur change. Les questions qu'il se posait autrefois, à savoir si une action est vraiment juste ou équitable, perdent de leur importance. Ce qui compte désormais, c'est le résultat, la finalité, et si elle sert la volonté de l'empereur. Cependant, les conséquences d'un tel pouvoir peuvent être dévastatrices. L'inquisiteur, autrefois serviteur de la justice, risque de devenir quelque chose de plus sombre. La corruption du pouvoir absolu, même au service de l'empereur, est inévitable. Ce qui a commencé comme un effort pour protéger l'humanité se transforme lentement en tyrannie, où tous les moyens sont justifiés par la fin. L'inquisiteur devient convaincu que ses actions, aussi cruelles soient-elles, sont nécessaires à la survie de l'humanité. Mais cette voie mène souvent à la perte de l'humanité elle-même. Le plus grand danger n'est pas le xénos, le chaos ou l'hérésie, mais la corruption intérieure qui survient lorsqu'un inquisiteur perd de vue son propre objectif. À force de sacrifices, la frontière entre l'homme et le monstre devient imperceptible. Il justifie les actes de violence, d'oppression et de cruauté au nom du bien commun, croyant que la fin justifie les moyens. Ils deviennent les tyrans mêmes qu'ils cherchaient à vaincre. Ce qui était autrefois une noble mission devient une excuse pour exercer un pouvoir sans contrôle. La question reste posée. Jusqu'à quel point la cruauté est-elle acceptable au nom de la survie? Jusqu'où un inquisiteur peut-il aller avant de ne plus servir l'empereur, mais de devenir le monstre auquel il s'opposait autrefois? La frontière entre droiture et tyrannie est mince, et peu d'inquisiteurs échappent à la tentation de la franchir. C'est dans cette descente aux ténèbres que réside le plus grand danger pour l'humanité, non pas celui des ennemis extérieurs, mais celui de ceux qui se sont autrefois battus pour la volonté de l'empereur, avant de perdre leur chemin. L'impérium est une construction vaste et fragile, étendue à travers les étoiles, s'accrochant à l'existence au milieu d'ennemis sans fin. Dans cette guerre sans fin, l'Inquisition représente la dernière ligne de défense de l'humanité, la force de l'ombre qui veille sur des menaces si insidieuses, si omniprésentes, qu'aucune autre puissance ne peut espérer les combattre. C'est une institution fondée sur le secret, le pouvoir et une détermination inébranlable. Ses méthodes sont brutales, ses actions souvent impitoyables, mais son objectif est clair: protéger l'impérium, quel qu'en soit le prix. Sans l'Inquisition, l'impérium serait tombé depuis longtemps. Les forces du chaos, les hordes infinies de Xénos et l'hérésie rampante dans ses propres rangs auraient brisé la paix fragile qui unit l'humanité. Dans la galaxie dure et implacable, il n'y a pas de place pour la pitié. Il n'y a pas de place pour l'hésitation ou la faiblesse. Les menaces qui se cachent dans les ténèbres sont inflexibles, et sans la main de fer de l'Inquisition, l'humanité aurait été engloutie par ses ennemis. L'Inquisition n'est pas une force de héros. Elle ne se bat pas pour la gloire et ne cherche pas à être reconnue. Son rôle est de se battre dans l'ombre, d'exercer sa terrible autorité pour assurer la survie de l'humanité face à une adversité écrasante. Aucune autre organisation au sein de l'Impérium ne possède les connaissances, l'autorité ou l'impitoyabilité nécessaires pour combattre les diverses menaces qui cherchent à détruire l'humanité. L'Inquisition est nécessaire parce qu'elle est prête à faire les sacrifices que personne d'autre ne fera. Elle est prête à faire des choses que personne d'autre ne peut même imaginer, à agir d'une manière que les autres n'osent pas. La guerre qu'elle mène est faite de silence, d'ombre et de décisions secrètes, une guerre que l'Impérium, dans son ensemble, ne peut se permettre de voir. Il n'y a pas de place pour le compromis. Le mandat de l'Inquisition est simple:
préserver l'impérium à tout prix. Elle ne se préoccupe ni de politique, ni de diplomatie, ni du poids moral de ses actions. Lorsqu'une planète bascule dans l'hérésie, lorsqu'un psycheur dévoyé menace la sécurité de milliards de personnes, lorsque les forces du chaos franchissent le voile de la réalité, l'Inquisition agit. Il n'y a pas de temps pour les procès, pas d'espace pour les questions. Il n'y a que le bien commun, la survie de l'impérium et l'éradication de ceux qui cherchent à le détruire. L'Inquisition n'a pas de place pour la faiblesse, pas de place pour le doute. Ses membres prennent des décisions que d'autres ne peuvent pas prendre, maniant leur pouvoir à la fois comme un bouclier et comme une épée. Certains diront que l'Inquisition est un mal nécessaire, et à bien des égards, ils ont raison. Les actions qu'elle entreprend, les vies qu'elle détruit, les mondes qu'elle condamne pour sauver le plus grand nombre, sont le prix à payer pour survivre. La survie de l'humanité est assurée par la volonté de l'Inquisition d'agir là où d'autres hésiteraient. Ses méthodes sont brutales, ses décisions sévères, mais elles sont vitales. L'impérium ne peut se permettre de se demander si la fin justifie les moyens lorsque la survie même de l'humanité est en jeu. L'Inquisition opère dans les zones d'ombre que les autres refusent de toucher. Elle est prête à utiliser les outils de l'ennemi contre lui, à sacrifier ceux qui pourraient devenir une menace à l'avenir, à brûler la pourriture avant qu'elle n'ait une chance de se répandre. Ses agents infiltrent, manipulent et éliminent, ne laissant aucune trace de l'influence de l'ennemi. Ils sont les gardiens de l'humanité, se tenant dans l'obscurité là où personne n'ose aller. Sans l'Inquisition, il n'y aurait plus personne pour lutter contre les forces du chaos, les Xénos ou la propagation insidieuse de l'hérésie qui déchirerait l'impérium de l'intérieur. La question de savoir si l'Inquisition est une force du bien ou du mal n'est pas pertinente. C'est un mal nécessaire, dont l'humanité ne peut se passer. Son rôle ne doit pas être remis en question, mais accepté comme la dure réalité de la galaxie. L'Inquisition fait ce qui doit être fait, même lorsque le prix à payer est élevé, parce que l'impérium ne survivrait pas sans elle. Ses ennemis sont nombreux, et le coût de la victoire est élevé. Mais le but de l'Inquisition reste clair, s'assurer que l'humanité perdure, quoi qu'il arrive. L'Inquisition n'est ni une force de héros, ni l'incarnation de l'infamie. Elle existe dans un lieu au-delà de la moralité, une ombre qui exerce son pouvoir dans le silence et le secret. Elle est la lame qui tient l'humanité à la gorge, un instrument nécessaire pour assurer la survie de l'humanité dans une galaxie sans pitié. Ses méthodes sont aussi brutales qu'efficaces, mais en fin de compte, l'Inquisition n'est ni un sauveur, ni un destructeur. C'est une force qui agit sans hésitation, sans question et sans compassion. Son seul objectif est la survie, quel qu'en soit le prix. Au cœur de l'Inquisition se trouve une question qui résonne dans les couloirs du pouvoir et sur les champs de bataille de la galaxie. L'impérium vaut-il la peine d'être sauvé, quel qu'en soit le prix? La réponse de l'Inquisition est claire. Pour préserver l'impérium, pour s'assurer que l'humanité perdure dans une galaxie qui la verrait disparaître, il n'y a rien qui ne puisse être sacrifié. Des mondes sont effacés, des vies sont détruites, et des histoires entières sont effacées de l'existence. La survie de l'impérium a un prix terrible, mais l'Inquisition estime que ce prix vaut la peine d'être payé. Elle fait ce que les autres ne peuvent pas faire. Elle agit rapidement, de manière décisive et sans remords. Lorsque les enjeux sont élevés, l'Inquisition ne s'interroge pas sur la moralité de ses actions. Elle se sacrifie au nom de la survie, sachant que sans de telles actions, l'humanité serait submergée par les ennemis qui cherchent à l'anéantir. Mais le coût de la survie n'est pas facile à comprendre,
et la frontière entre ce qui est nécessaire et ce qui est condamnable devient floue. L'impérium peut vivre, mais à quel prix? La guerre de l'Inquisition ne se déroule pas uniquement sur le champ de bataille. Elle se déroule dans le cœur et l'esprit de ceux qui détiennent le pouvoir, et dans l'âme de ceux qui servent. Chaque décision prise au nom de la survie est un pas de plus vers l'humanité qu'elle cherche à protéger. Le prix de la survie ne se mesure pas seulement en vie perdue, mais aussi en érosion des valeurs mêmes qui définissaient autrefois l'impérium. Chaque action prise dans le secret, chaque vie sacrifiée, rapproche l'impérium d'une réalité méconnaissable. La question de savoir si les méthodes de l'Inquisition préservent l'humanité ou la condamnent à des souffrances sans fin reste sans réponse. L'Inquisition opère dans l'ombre, sans être vue par ceux qu'elle protège, et son coût réel n'est jamais connu du peuple de l'impérium. Les sacrifices qu'elle fait sont invisibles pour ceux qui en bénéficient. Mais une chose est sûre, l'Inquisition continuera, poussée par le besoin de protéger l'humanité à tout prix. Le prix peut être élevé, mais il sera toujours payé, car pour l'Inquisition, la survie n'est pas seulement un objectif, c'est un impératif.